Bernard? Ok. Alors, merci beaucoup Bernard de me recevoir une seconde fois pour parler de ton livret qui s'intitule Sauver votre vie, qui est également en lien avec un petit peu mon thème d'accompagnement de coaching sur comment trouver son équilibre et comment retrouver son énergie. Et je trouvais que le livret que tu avais construit était tout à fait approprié et voilà, j'avais vraiment envie qu'on en parle et que tu en parles. Et voilà, c'est important pour moi que tu puisses parler de ce livret. Bah, écoute, merci Anne de me recevoir. Donc, en effet, donc, on parle de ce petit livret que j'ai offert à beaucoup de personnes qui me l'avaient demandé, euh, qui m'ont dit vraiment que ça les avait vraiment chauffés, vraiment choqués, hein. C'est-à-dire que un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, tu sais, c'est bizarre. J'ai fait un livre assez épais, hein, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la gymnagogie, hein, que maintenant, je dois être le seul gymnagologue au monde. C'était le professeur Irampour qui voulait absolument que je prenne ce titre-là, qui formait en psychothérapie. Lui, c'était un alcoologue et il voulait que je fasse de la psychosomatothérapie, mais lui, il voulait l'appeler gymnagogie. Et en fin de compte, vu que je faisais des arts martiaux, il m'a dit, voilà, tu vas apprendre aux gens à être bien, à se sevrer de tous les maux. Alors ça va de la prévention suicide, ça va de l'alcoolisme, du tabagisme, de n'importe quelle addiction. Et en fin de compte, lui, il voulait que je parle donc comment arriver à sevrer par le sport, comment se sortir de ces addictions par les arts martiaux en particulier, puisque l'art martial a une partie interne. Malheureusement, on l'a pas beaucoup dans les fédérations françaises, mais au départ, tous les arts martiaux, en tout cas japonais, voire même hindous ou même russes, hein, voire même brésiliens, que ce sont des arts martiaux que je pratique, hein, que ce soit la capoeira, le sambo, le sistema, le Bujinkan Budo, qui sont des arts martiaux du monde entier, ont une partie interne qui est liée souvent à la religion, à la philosophie ou à la spiritualité. Et puis je me suis aperçu que c'était pas si évident. Les personnes qui sont dans l'urgence, on va pas leur dire bon ben écoute, tu es près du suicide, t'en peux plus, tu es complètement fatigué, alors tu vas t'inscrire dans un club d'arts martiaux. Alors, évidemment, c'est complètement aberrant. Et ça, je m'en suis aperçu, comme je le disais tout à l'heure, en me levant le matin, où je m'étais remémoré toutes les personnes qui venaient dans mes stages de survie. Alors, c'est des stages qui avaient été promotionnés par des personnes très connues sur les réseaux sociaux. Et en fin de compte, je me suis dit, mais tous les gens qui venaient me voir étaient des gens qui n'en pouvaient plus. Alors, je prends l'exemple d'une personne qui était kiné, qui vivait à Tahiti, qui était venue me voir. On commence à travailler la méditation. On était dans un, comment dire, on était en pleine nature, hein. On avait des immenses tentes. Les gens dormaient sous leur propre tente et on méditait. On faisait des travails euh, de réénergétisation. Et je me suis aperçu que, par exemple, je prends l'exemple du kiné, qui était venu avec ses kettlebells, avec son trampoline, qui prenait des jus crus, qui étaient vraiment bien théoriquement, tout allait bien à l'extérieur. Et quand j'ai commencé à lui faire pratiquer la méditation, les étirements, les Kiko Dhyayama, les 5 tibétains, et là, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que la réénergétisation ne lui convenait pas. C'est-à-dire, il avait passé des années un petit peu en débrayage, tu vois. C'est-à-dire que quand on vit un choc émotionnel et qu'on va tomber dans la dépression, ce qu'on appelle dépression, c'est quelqu'un qui roule, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, hein, quelqu'un qui roule à 80 km/h sur la route, en pleine nuit, tout d'un coup, les phares s'éteignent. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et puis bram, 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 il débraye. Ou alors il avance à 2 km/h. La dépression, c'est ça. On refuse l'énergie. On refuse l'énergie parce que cette énergie nous fait souffrir. Plus on aura d'énergie, plus on va souffrir. Donc, je me suis aperçu qu'il fallait sortir d'abord de ça, qu'il fallait tout arrêter. Et c'est pour ça que j'avais fait à l'époque un texte sur Facebook qui s'appelait Arrêtez tout.
Ce texte a reçu des centaines de likes. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Beaucoup de gens me disaient, c'est exactement le texte que je voulais, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et je me suis dit, bon, ben, je vais développer ça. Et c'est comme ça que j'ai développé le livret Sauvez votre vie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si je reprends l'origine de l'origine, à la cause des causes, pourquoi j'ai fait ce petit livret, dont le sous-titre est Comprendre, accepter, réagir, c'est tout simplement parce que tous les gens qui venaient me voir dans mon camp de réénergétisation en pleine nature, c'était des gens qui voulaient s'engager à l'armée, qui voulaient faire des stages de survie, qui s'étaient tatoués les mains, le visage, ou qui étaient en une sorte tout ça, c'est de la dépression, quoi. C'est-à-dire, tu pètes en dépression en coupant le courant électrique, hein, et là tu dors, tu es complètement dans les vapes. Et je pourrais te parler d'un cas dont j'ai eu connaissance ce matin. Ou bien, c'est l'inverse, les gens vont faire une fuite en avant, ils vont faire 3-4 stages. 3-4 stages de survie. Ils vont dans des bootcamps pour faire du MMA, du Krav Maga, du Penchak, de la boxe, je sais pas moi, du free fight, du crossfit, etc. En fin de compte, ils sont en dépression. Les deux sont en dépression. Il y a une dépression yang, une dépression yin, si tu préfères. Et ce matin, bah, j'avais mon stagiaire qui me disait qu'il allait voir sa copine qui était en HP, dont on avait parlé l'autre jour. Et en fin de compte, eh ben, je lui dis, tu sais, est-ce qu'elle aura envie de sortir de ces benzodiazépines, de ces traitements antidépresseurs? Parce qu'elle accepte de faire du sport, parce qu'il me dit oui, mais elle va accepter de faire du sport. On va faire avec elle, on va faire les mouvements de balancer, on va faire les qigong, on va faire tout ça. Et je lui dis oui, parce qu'elle sait qu'elle va avoir son médicament après. Alors que le but, justement, de tout ce qui est, comme j'expliquais, gymnagogie, ou bien de ce que j'explique dans Votre vie, le but, c'est de fabriquer ses propres amphétamines. Et donc, il y a un moment, il faut arrêter de prendre des béquilles, quoi. Quelqu'un qui s'est pété la jambe, s'il passe 30 ans avec des béquilles, il n'apprendra jamais à marcher. Il ne retrouvera jamais sa capacité de marcher. Et les entraînements à haute intensité, intermittent, les arts martiaux, le yoga, comme on peut dire, les gymnagogies intenses, euh, tout ce qui est Qigong et Yama tibétain, on peut les faire doucement comme on peut les faire rapidement. Eh ben, tout ça, c'est très important, mais ça a pour but de permettre au corps de fabriquer ses propres amphétamines, ce qu'on appelle les endomorphines. Et ben, malheureusement, ce que l'on voit, c'est que beaucoup de gens acceptent de faire du sport en prenant avant le sport un excitant, c'est-à-dire ça montre à quel point ils sont déjà fatigués, hein, ils vont prendre des boissons caféinées. Alors, c'est des boosters, ils appellent ça maintenant des boosters. Après, ils vont s'entraîner. Donc, à partir de la caféine, hein, ça veut dire qu'ils vont tromper la fatigue. Au moment où ils devraient s'arrêter, ben, ils vont continuer. Et j'ai même appris en regardant les magazines Sport et Vie, il y en a même qui prennent du Doliprane ou de l'aspirine. C'est-à-dire, ils prennent de la caféine pour se booster, ils prennent du Doliprane ou de l'aspirine, c'est-à-dire des antidouleurs, avant d'aller faire leur séance de sport, et ils font ce qu'ils appellent leur WOD. C'est le travail du jour, hein, tu sais, le WOD qu'on voit en CrossFit. Et puis, pour cacher les douleurs de leur entraînement, voire de leur entraînement précédent ou de l'entraînement qu'ils sont en train de faire, ils prennent des antidouleurs. Donc, ils se shootent pour s'exciter et ils endorment la douleur. Dans les deux cas, ils trompent le corps. Dans les deux cas, ils ne peuvent pas être à l'écoute de leur corps. Et dans les deux cas, c'est un suicide. C'est la chanson de téléphone Papa ne travaille plus sans ses excitants, maman ne dort plus sans ses calmants. Tu vois, c'est la bombe humaine. Voilà, la chanson La Oui. bombe humaine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire, on est en train de transformer notre corps en bombe. À un moment, ça va péter. Voilà. Et tous les gens qui font des suicides, qui font des dépressions, eh ben, c'est des gens qui, comme je dis, prennent des boosters avant d'aller s'entraîner, prennent des antidouleurs avant d'aller s'entraîner. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à un moment, il y a un moment, c'est la dépression yang, la dépression yin, mais en tout cas, ça va vers une hyperacidification du corps.
Ça va par des insomnies, par des tendinites à répétition, donc des tendinites chroniques. Et dès le moment que vous avez des tendinites chroniques, des insomnies, vous êtes déminéralisé. Et c'est pas en buvant beaucoup d'eau que vous allez vous reminéraliser, vous allez diluer plutôt les minéraux. Donc c'est pour ça que à un moment j'ai fait un texte voilà qui s'appelle Arrêtez tout. Voilà, donc c'est le premier chapitre de mon livre, hein, qui est le texte que j'avais mis sur Internet, hein, qui expliquait tout ça. Alors, c'est extraordinaire, je ne me rappelle plus. Je disais, le Titanic qui est en train de couler, on décide de donner un bal. C'est-à-dire que les gens, ils sont en pleine dépression parce que bah, ils ont des problèmes dans la vie, ils ont des problèmes, comme on appelle ça, émotionnels, sentimentaux, et ils fuient dans une direction. La fuite en avant, ça peut être plein de choses. Ça peut être faire un stage de yoga le lundi, je sais pas moi, un cours de CrossFit le mardi, euh, aller courir pendant 20 kilomètres le mercredi. C'est toujours fuir, 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 ne pas s'arrêter, ne pas s'écouter. C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Excuse-moi, et je rajoute, Oui, et c'est surtout par expérience et par écoute et par un petit peu observation, notamment dans les salles de fitness où j'ai pu aller. On a vraiment l'impression que, voilà, plus c'est dur, plus les gens ils veulent du dur et plus les gens ils veulent rentrer avec des stimulations. En fait, ça va être des musiques hard rock, ça va être des luminosités qui viennent encore plus activer le système nerveux. Donc, il y a un moment donné, c'est, voilà, quand tout est-ce à que va fait. arriver le stop, le mur? Tout à fait, oui, oui. Alors, c'est tout à fait. Le problème, c'est que c'est comme si on a une bougie qui est près de la fin et on balance de l'essence dessus, quoi. Ou tu vois, ou du carburant. C'est complètement aberrant. Donc, effectivement, je prends l'exemple. Moi, je travaille la musculation, on va dire pour les arts martiaux, hein. Donc, je fréquente les salles de sport, c'est plutôt les salles d'arts martiaux et les salles de musculation depuis un demi-siècle, même plus, un petit peu plus qu'un demi-siècle. Mais avec le boom de la musculation, du bodybuilding, on va dire, on appelait ça musculation avant, culturisme, mais bodybuilding à partir des années 77-78, après la sortie du film Pumping Iron. C'est l'époque Schwarzenegger, Franco Colombo, Frank Zen, Dave Trappers, enfin des gens très connus qui allaient dans une salle qui s'appelait le Gold Gym. Il y avait deux salles à Santa Monica, Pasadena, en Californie, hein, c'est juste avant Los Angeles, ils appellent ça Muscle Beach, justement la plage, non, Muscle Beach, pardon, la plage, la plage du muscle, où vous avez même une salle de muscu à l'extérieur de la salle. Donc, il y avait deux salles qui se concurrençaient. C'était World Gym et Gold Gym. Et dans le Gold Gym, qui appartenait aux frères Weder, où allaient Schwarzenegger, Franco Colombo et autres Robbie Robinson, eh bien, il y avait des pancartes que l'on retrouve dans une salle que tu connais, No Pain, No Gain. C'est le slogan de Weder, pour vendre ses produits, pour vendre ses protéines, pour vendre sa glutamine, sa créatine et ses boosters, eh bien, no pain, no gain. Et avec, comme tu disais, le hard rock. Moi, je ne suis pas allé en Californie, mais j'ai entendu les gens qui avaient été, qui me disaient, tu rentres là-dedans, mais c'est du hard rock à fond, quoi. Et ça a dû être du métal par la suite, ça a dû être de la techno encore par la suite, parce que ça existe encore, c'est ça. Mais c'est hyper stimulant. Alors le problème de ça, c'est que effectivement, que ça soit le booster, la musique hyper stimulante, le principe de no pain no gain, c'est que ton rapport à ton corps, c'est la douleur. Sauf que une bonne partie des gens qui allaient là-bas, c'est des gens qui se shootaient, donc avec des anabos, avec la testostérone. À l'époque, c'était le dianabol, donc c'est de l'éthyle de testostérone. Et maintenant, c'est les hormones de croissance, c'est encore plein de choses comme ça, hein. Eh ben, en fin de compte, les gens, ils ont tellement de douleurs après qu'ils sont bourrés d'antidouleurs. Alors, est-ce qu'ils prennent des antidépresseurs? Sûrement. Est-ce qu'ils prennent des antidouleurs? Sûrement. Des anti-inflammatoires? Évidemment. Tu vois, des contractiles, évidemment. Est-ce qu'ils fument des joints ou prennent d'autres drogues? Ben, on est en plein années 70, hein, donc évidemment, c'est un petit peu pour compenser. Moi, je l'ai marqué, j'ai mis mon tableau dans mon livre, dans mon livret aussi d'ailleurs. C'est un extrait de mon livre. Vous voyez, c'est le tableau où j'explique.
pour équilibrer le système nerveux autonome. Donc le côté adrénaline et le côté, on va dire, sérotonine, hormone de repos. On ne peut se reposer, on ne peut anaboliser, on ne peut réparer que si on passe en acétylcholine, en dopamine, en, en insuline. Et tout ça, ce système parasympathique, ce sont des hormones qui vont nous permettre de nous détendre, d'assimiler, cicatriser, digérer. Par contre, dès le moment que tu commences à bouger un petit peu, c'est ce qu'on appelle, j'ai perdu le nom, catécholamine, c'est-à-dire adrénaline, noradrénaline, cortisol. Alors c'est bien parce qu'on est dans l'action et on sent pas les inflammations là, tu vois. C'est anti-inflammatoire. C'était là, parce que tu peux pas à la fois réparer, digérer et courir, par exemple. Tous ceux qui sortent d'un repas et qui a un attentat où ils partent courir, ils piquent un sprint comme des malades et après ils vomissent. Tu vois, c'est-à-dire ils se libèrent, quoi. C'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a un truc qui m'avait surpris. Par exemple, souvent, quand tu te promènes près d'une haie, comme ça, vers le printemps, et tu as un oiseau qui part d'une haie vite fait, hop, il fait un caca. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. C'est un truc qui nous a toujours. Alors, on nous dit toujours, il ne fait pas caca, il urine épais. Tu vois, c'est par rapport au métabolisme des oiseaux. Mais bon, il lâche quelque chose. Et ben, tout simplement, c'est le stress. Et en fin de compte, généralement, c'est la femelle, c'est-à-dire c'est la mère, qui se barre pour s'offrir en proie au prédateur. Tu vois ce que je veux dire? Elle a entendu un bruit, il y a un danger, elle part parce qu'elle a son nid. Donc pour protéger ses œufs ou ses oisillons, elle sort du nid très vite et elle s'en va pour te disperser, si tu veux, pour faire une dispersion. Et ce qui est bizarre, c'est elle largue, poc, elle fait caca, quoi. C'est un petit peu ça. C'est pour se libérer par le stress. Donc pour te dire qu'on ne peut pas à la fois digérer, faire quelque chose de naturel qui se fait en temps de repos, et aller être dans l'adrénaline ou dans le cortisol, etc. Donc, C'est ok. important. Et donc, dans la notion de tout arrêter, de stopper tout. Oui. Donc, Alors il dans faut la... tout. Excuse-moi, je te coupe. Il faut tout arrêter pour laisser justement la bascule se refaire. Tu vois, pour laisser l'équilibre, on va dire, des systèmes sympathiques et parasympathiques, c'est-à-dire le système de réparation et le système d'action. Voilà. Des moments que tu arrêtes. Ça, normalement, si tu t'es pas bourré de benzodiazépines antidouleurs du matin au soir, d'alcool, de tabac, parce que tout ça, ça fait partie. Hein, l'alcool shoot, le tabac shoot, le café excite. Tu vois, on cherche toujours à faire cet équilibre action-repos avec des artifices. Alors que quand tu arrêtes le tabac, tu arrêtes le café. Si tu arrêtes le tabac, il faut arrêter le café. Parce que les gens qui prennent le tabac, ils sont attirés vers le café parce que le tabac est un narcotique, donc ça va les endormir. C'est du tabac OGM avec une nicotine travaillée à l'ammoniac pour rendre encore plus addictive, hein. Mais par lui-même, ça va shooter. Aussitôt, bah, pour se réveiller, ils vont prendre un café. Et puis comme le café, ça les excite trop, ben, ils vont prendre un verre d'alcool parce qu'ils sont un petit peu dans le stress. C'est non-stop, tu vois, c'est non-stop. Donc il faut tout arrêter, mais sérieusement. Quand je dis tout arrêter, ça peut être aussi arrêter de manger pendant une journée, se mettre au repos, se mettre au bord de la mer, passer une nuit sur la plage. Ça peut être ça, tout arrêter. C'est-à-dire, comme on dit toujours, enfin comme je dis toujours, parce que je ne sais pas si tout le monde le dit, mais si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc, quelqu'un qui me dit ah, j'ai encore des tendinites et j'ai des courbatures partout, donc je vais prendre de la caféine, des antidouleurs et je vais m'entraîner encore plus. Ça n'a aucun sens. On va vers le suicide. Donc, j'avais expliqué ça. Je ne me rappelle plus quel texte j'avais pris. Votre travail vous épuise, votre patron vous stresse, votre vie de famille part en morceaux, vos projets tombent à l'eau de façon chronique. Stop, arrêtez tout. Voilà. Sinon, vous allez vouloir compenser émotionnellement dans une fuite, empirant vos diverses carences, ce qui vous achèvera par un burn-out ou une dépression qui durera des années. Alors, le burn-out, c'est la dépression Young,
Et la dépression yin, c'est cette dépression qu'on va trimballer et puis on va attirer les gens dans notre dépression. Parce que parfois, ben, c'est intéressant, il y a un vice caché dans la dépression, c'est que les gens s'occupent de nous, on nous donne des médicaments, les médicaments nous enlèvent les émotions, et puis si on ne peut plus travailler, ben, on touche une pension, et puis on se met devant la télévision, et puis on mange des choses intéressantes, et puis on boit, et puis on fume, et puis voilà. C'est vraiment de l'artifice. Donc moi, j'avais dit aux gens, arrêtez tout, stop, je fais un camp d'entraînement justement où on va tout arrêter, on va se mettre dans les bois, on va jeûner pendant une journée ou deux, on va faire des exercices de yoga, des respirations, de la méditation pour rééquilibrer naturellement notre cortisol, comment on appelle ça, nos amphétamines aussi, tu vois. Il faut équilibrer les deux. Si on a trop de cortisol, eh ben, ça va descendre et on va faire le plein d'endomorphine. Et si on a trop d'endomorphine et qu'on est complètement shooté, hop, eh ben, on va faire des mouvements pour transpirer un peu, pour augmenter le métabolisme, faire bouger la lymphe et puis transpirer un petit peu pendant 20 minutes. Et puis là, ben, une fois que le cœur aura bien battu, que le corps aura bien transpiré, naturellement, il va aller vers les amphétamines naturelles, les endomorphines. Et on est bien d'accord que ça concerne tous les domaines de la vie, en fait. Tout, tout. À savoir que 80% des domaines de la vie que l'on a, que l'on vit, on les subit. On les subit parce qu'ils ne sont pas naturels. Qui a décrété qu'il fallait bosser 8 heures par jour? Qui a décrété qu'il fallait travailler 5 jours par semaine? Tout ça est remis en cause par des chercheurs, des ethnologues ou des économistes depuis des dizaines d'années. Mais on continue. On continue à faire toujours la même chose, etc., etc. Et il y a un moment où les gens n'en peuvent plus et se suicident. Parce qu'ils se disent, mon corps, il n'est pas d'accord avec le fait de me lever la nuit en plein hiver à 5 heures du mat, toi, pour aller me taper 2 heures de périphérique, pour aller bosser dans un bureau assis hors sol, à la lumière artificielle, pour bouffer un hamburger entre midi et deux, etc. Ils ne sont pas du tout d'accord. J'en profite pour couper le téléphone. Voilà. Voilà. Et donc, ouais, tu vois, tous ces stress, toutes ces choses-là, ça nous s'est imposé par un système qui date peut-être du 19e siècle, enfin, début 20e siècle, fin 19e siècle, en tout cas après la guerre, après 1945, parce que si je prends l'exemple du père de mon père, c'était quelqu'un qui travaillait dans le Périgord, il partait pendant une semaine pour les vendanges, pendant une semaine pour faire les fenaisons, hein, les foins, pour aller aider comme ça, il partait une semaine, et le reste du temps, les paysans, bah, l'hiver, il n'y avait rien à faire. Donc, ils réparaient le toit, ils sculptaient, ou alors certains forgeaient, refaisaient la peinture de la maison, créaient des chansons. Il y avait une créativité qui se faisait durant l'hiver, qui est une période où justement les gens ne peuvent pas, ils doivent laisser faire la nature. Donc, le on arrête tout, ça existait. Le arrêtez tout, le sauvez votre vie, il existait l'hiver. C'est-à-dire durant l'hiver, je me souviens d'une émission, enfin de deux émissions, une dans les Alpes où ils ont je ne sais combien de mois d'hiver, où tous les mois de, je ne sais plus, au début de l'hiver, enfin à la fin de l'automne, tous les paysans du coin donnaient leur blé au meunier du village. Euh, le meunier du village faisait de la farine, moyennant bien sûr 1% ou 10%, je ne sais pas quoi, enfin quelque chose. Avec ça, ils envoyaient ça au boulanger du village. Le boulanger du village faisait du pain pour tout le monde, tu vois. Il ne fallait pas que le meunier ou le boulanger meure, là, hein, parce que là, je te dis, tout le monde était dans le caca. Donc, et ce pain-là, ils se le distribuaient. Comme ils distribuaient la charcuterie, tu vois, les viandes séchées qu'ils avaient de l'époque, hein. Puis, en plus, les fruits secs, tu vois, les noisettes, les noix, les baies séchées qu'ils pouvaient récolter. Et durant tout l'hiver, bah, ils prenaient ce pain qui était accroché au plafond, comme on accrochait le jambon séché, ils le retrempaient et puis ils le refaisaient cuire. C'est le principe du biscuit, tu vois, du biscuit qui est le pain qu'on donnait à la marine à l'époque de Louis XIV. C'est ce pain-là, c'est le même principe. C'est ou pour la guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pain de guerre à l'armée, hein, ce sont des biscuits qui
il faut faire tremper, hein, sinon tu te casses les dents ou tu t'en sers comme arme. Hein. C'est assez marrant. Il faudrait qu'un jour que je t'en trouve, tu serais vraiment, vraiment surprise. Et puis voilà, donc il y avait ce côté de méditation, tu vois. C'est l'hiver, on se replie sur soi-même, on médite, on pense, on n'est pas dehors en train de faire, de, de- de bouger, quoi. On prend du poids, quoi. On grossit un petit peu, on se détend, on mange ce que l'on peut. Quand je dis on prend du poids avec ce qu'on a, hein, je veux dire, c'est pas bonbon, ça non plus. C'était surtout le repas du soir. Hein. Et puis ils en profitent pour être créatifs, hein. C'est-à-dire, il y en a qui peignaient. Il y avait un petit village en Italie comme ça, très connu, où il y avait des gens qui, je me souviens, faisaient du bronze. Le gars, il faisait du bronze, l'autre, il faisait de la musique, l'autre fabriquait des flûtes, des instruments de musique, d'autres récitaient des poèmes. Tu vois, donc il y avait cette créativité où chacun avait une spécialité dans le village. D'autres faisaient des bougies, d'autres faisaient des sculptures sur bois, tu vois, ou sculptures sur pierre. Chacun faisait quelque chose qui pouvait servir, hein, bien sûr, par la suite. Hein. Euh, D'où la brocante du printemps, certainement, qu'il devait faire au printemps où ils vendaient ce qu'ils avaient fait durant l'hiver pour préparer l'été, justement. Mais tu vois, ils réparaient les outils, ils les affûtaient, ils refaisaient cuire des tuiles, toi, des tuiles ou des briques pour remplacer les tuiles et les briques cassées dans leur maison. Il y avait cette chose-là, quoi. Et Ce puis il y avait, ralentissement. bien sûr, oui, exactement, exactement, c'est le principe. L'hiver, les ours, ils se mettent dans une caverne et ils dorment. Les hommes se mettaient dans leur ferme et restaient enfermés au chaud. Toute la famille était là, les parents, les grands-parents, les beaux-parents, les enfants, petits-enfants. Tout le monde était mélangé. Chacun avait sa pièce et tout. Les enfants avaient leur pièce. Il n'y avait pas un lit, une chambre par enfant. Hein, mais bon, voilà. Et c'était intéressant. Ils soignaient les bêtes quand il y avait des bêtes. Souvent, les bêtes servaient de chauffage. Hein, je ne sais pas si tu Mm. es au courant. Tu Oui, avais oui, une oui. pierre attenant à l'étable à côté. Valait mieux avoir des chevaux que des boucs, hein, mais c'était comme ça, quoi. Et il y avait un certain respect du rythme de la Terre, en fait. Bon, nous, on a les quatre, à peu Exactement. près les quatre saisons et encore, mais on était quand même en synergie avec le rythme, l'énergie de la Terre, des cultures, de tout ce qui se produit dans notre environnement. On était beaucoup plus, on va dire, en osmose et en respect naturel de l'environnement, en fait. On n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'électricité partout. Il n'y avait pas d'écran d'ordinateur. Il n'y avait pas forcément de radio. Moi, je sais que où j'étais à Ténac en 1960 jusqu'en 1960, 64 vers là, eh bien, la télévision, c'était au village. La radio, bah, souvent, c'était au village, on n'avait pas de télé. Tu vois, il fallait aller voir la télé Hmm. au bar du village. Hein. Les téléphones, c'était pour le maire, la gendarmerie, le médecin. Moi, j'ai pas vu de téléphone comme ça. Même après, quand on était, il n'y avait même pas de cabine téléphonique. Hein. Il Mais fallait aller oui, à la poste pour téléphoner. c'est ça. Tu t'imagines? Même en 1970, il fallait aller à la poste pour téléphoner, quoi. C'est ça. Alors, Donc, on était obligé de deux suivre les minutes, rythmes. je vais ouvrir à mon Oui, chat. Parce que je l'ai d'accord, oublié quand j'ai lancé la vidéo. Et il tourne d'accord, partout. Donc là, je vais lui ouvrir. Donc, super d'accord. intéressant ce rythme de ralentissement où on se pose, on crée, on fait vraiment des choses en cocooning, qui était un peu le fait où on se pose, on fait le stop, on réfléchit. Maintenant, la notion de changement, qui est aussi dans ton petit livret, j'ai vu la non-résistance au changement et comment on se relance dans une nouvelle dynamique pour une nouvelle action, pour rentrer dans une transformation, en fait. Tu veux que je réponde maintenant? Oui. Eh ben, en fait, c'est une question d'engagement et de motivation. Tout à l'heure, j'ai expliqué euh, est-ce qu'on est vraiment motivé à changer lorsqu'on est sous antidépresseurs qui nous coupent toutes les émotions, qu'on est pensionné par, je ne sais plus qui est-ce qui paye, la CAF ou
comité départemental, quoi, qui vous envoie des sous pour rester chez vous, manger des bonbons, fumer, boire. Déjà, il faut avoir cette motivation. Cette motivation, elle est très intéressante. Quand j'ai passé mon tronc commun, j'ai eu presque 20 sur 20 en psychologie. Il m'a dit, je vous mets 19 en psychopédagogie parce qu'on ne peut pas mettre 20. Et en fin de compte, le principe que j'avais donné, c'était le principe de la motivation, c'est simplement visualiser un futur meilleur que ce qui est. Alors évidemment, je dis toujours, il faut s'occuper du moment présent. On existe au moment présent. Mais aussi, il ne faut pas répéter les erreurs du passé 24 heures sur 24. Donc, par exemple, pour donner des exemples très concrets, j'ai eu des gens très dépressifs qui sont venus me rencontrer dans les années 80-90. Et moi, j'avais ce réflexe de dire, mais imagine un petit peu, si tu réussis ton examen, imagine-toi ce que tu vas faire. Tu vas pouvoir faire ça, 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 ça et ça. Je me souviens d'un copain qui était venu en 85 avec une 125 moto, et puis il me dit, ah mais tu t'imagines, faut que j'aille faire réparer ça. Et il va chez un marchand de moto, pas loin de chez moi, donc je le suis, et là il y avait une Honda 500 quoi. Oh, il dit une 750 pardon, une 750. Il dit oh là 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 là. Il dit tu t'imagines si tu avais ça? Oh le mec il me dit moi c'est pas possible, c'est pas possible. Oh là là là, je lui dis tu t'imagines retourner comme ça au boulot avec ça la tête des copains? Tu vois c'est toujours l'émotion. Tu vois, il faut créer de l'émotion positive, même si c'est le côté égoïste ou le côté bling bling. Mais je lui dis, tu t'imagines, tu pars en 125, tu reviens en 750, mais tu t'imagines la tête des gens. Et le mec, il était époustouflé. Eh bien, il était tellement positif et je lui avais tellement donné d'énergie. Eh bien, il rentre chez moi. C'était un week-end, hein, week-end de Pâques, je crois. Donc, il dormait chez moi. Là-dessus, je vois une copine qui me vient me voir. Il me dit, ah, mon copain cherche une moto pour aller au bol d'or. Ah, le gars, il commence à avoir les yeux qui s'allument. Je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai quelqu'un qui vend une 125. Oh, il était super content. Ensuite, le gars téléphone à son oncle. Il dit, voilà, j'aurais besoin qu'on change l'assurance, etc. Il dit, pas de problème. Du coup, ben, il est rentré à son boulot avec la 750. Tu vois, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui sont venues me voir et j'ai réussi à créer le désir en eux. C'est ça, créer le désir d'un avenir meilleur. C'est-à-dire d'un présent meilleur, si tu préfères. Mais je lui disais, maintenant, si tu en as marre de souffrir, arrête de souffrir. C'est un petit peu ce que dit Norbekov en disant, est-ce que vous voulez vraiment avoir une bonne vision? Pourquoi j'ai repris mes lunettes d'ailleurs? Est-ce que vous voulez vraiment avoir une bonne vision ou est-ce que vous trouvez ça cool d'avoir des lunettes et puis que ça fait partie de votre personnage? Sinon, tu fais comme certaines politiques, certains hommes et certaines femmes politiques, tu prends des lunettes d'acteurs, tu sais, qui ont des verres vides. Tu vois, c'est des verres neutres. Mais comme elles trouvent que ça fait un super look, hein, comme je ne vais pas citer des femmes politiques, mais on voit bien que quand tu regardes le contour de leur visage derrière les lunettes, c'est du 0-0, quoi. Tu vois, il n'y a rien. Mais ça fait chic. Elles trouvent ça chic, ça fait intellectuel. Bon, maintenant, quand elle parle, ça fait moins intellectuel. Ça fait j'ai lu des livres. Ça fait j'ai lu des livres, tu vois. Mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on est vraiment motivé à changer? Et si on est motivé à changer, ben, il n'y a pas 36 choses. Il faut s'engager. Il faut faire un engagement avec soi-même, avec son coach, avec quelqu'un, avec sa famille, avec Dieu, avec marqué sur les murs de sa maison à partir de maintenant, je vais bien, c'est un petit peu la méthode Coué, hein. Je vais bien, à partir d'aujourd'hui, je fais ci, ce jour-là est le premier jour de ma vie. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, Louise quelqu'un, je ne sais plus. Elle avait une méthode comme ça qui disait ce jour est le premier jour de ma vie, puisqu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent et qu'il n'y a que le moment présent qui existe. Donc elle avait mis je suis, enfin, ce jour est un très beau jour, c'est le premier jour de ma vie. Voilà. Ou ce jour est le meilleur jour de ma vie. Tous les matins, tu récites ça à la façon de la méthode Coué, et c'est très intéressant. Donc cet engagement est très important, et l'engagement, ben, il est dans je ne fais plus ce que je faisais avant. C'est-à-dire, je vais changer. Donc, je laisse tomber, je lâche mon ancienne vie, mes anciennes habitudes, et je vais vers autre chose. Donc, et après, tu peux plus faire marche arrière parce que tu as bien compris que ce qui se passait avant était terriblement négatif pour toi, quoi.
Il faut vraiment accepter, voilà, dans la tête, de dire, voilà, je sais ce que je lâche, je sais pourquoi je le lâche, j'ai compris ce que ça faisait, en gros, hein, les Bien sûr, bien conséquences, sûr. et puis de dire, bon, bah, allez, ok, c'est bon, on passe à autre chose. Et c'est vrai que certaines personnes ont du mal à comprendre cette bascule, qu'à un moment donné, on peut pas tout avoir, en fait. On peut pas tout avoir et qu'à un moment donné, il faut lâcher quelque chose. Alors, bien sûr, parce que si on continue, on va continuer à acidifier son organisme. Tu vois, là, je tombe sur une sorte de petits détails. Par exemple, je dis le choc émotionnel de trop. On est tombé parce qu'on a eu un choc émotionnel, mais ce choc émotionnel, à un moment, il va appartenir au passé. Tu vois, tu peux Mm. pas dire j'ai pris 25 kilos parce que je mange trop, parce que je bois et parce que je prends des benzodiazépines, des antidépresseurs, euh, parce que j'ai perdu mon mari il y a 35 ans. Tu vois, je veux dire, le corps et le monde a évolué durant 35 ans. Un enfant qui a été traumatisé quand il avait 12 ans et quand il a 50 ou 40 ans ne peut pas voir le monde comme un enfant de 12 ans. Et peut-être que Bien sûr. s'il le voyait maintenant avec ses yeux d'adulte, il ne serait pas traumatisé. Donc, moi, je suis plus traumatisé en regardant Pinocchio tu vois, l'île aux enfants à Pinocchio, message caché, tu vois, que en regardant des chaînes, tu vois, qui pourraient traumatiser des enfants, tu vois. Mais tu regardes Bambi, tu pleures, tu vois. Dans tous les Disney, tu pleures, hein, d'ailleurs. Hein, tu vois. Alors là, toi, par exemple, j'ai expliqué un événement déclencheur dans votre parcours de vie vous a créé un choc émotionnel insurmontable. Hein, on appelle ça un éclair foudroyant, d'ailleurs. Mm. Le choc émotionnel de trop. Rupture amoureuse, deuil, licenciement, dévalorisation, humiliation. Vous avez vécu ce choc comme un éclair foudroyant, voilà, j'en parle. Cela vous a dans un premier temps altéré, scié, cloué au sol. Dans tous les cas, cela vous a dépassé. Cela a dépassé votre capacité d'adaptation du moment. Du moment. Vous vous êtes alors épuisé, hyperactivité compensatoire, hein, c'est ce que je parlais tout à l'heure, en cherchant des activités, des occupations non-stop pour ne pas penser, augmentant ainsi les tendinites par déminéralisation et hyperacidification de votre organisme. Ou alors vous êtes jeté sur la nourriture industrielle de confort, de plaisir immédiat, grasse et très sucrée, augmente ainsi votre décalcification par acidification, par absence d'aliments riches en micronutriments minéraux, vitamines, enzymes, etc. Ou pire, vous êtes jeté dans les médicaments de l'industrie pharmacochimique, hyper acidifiants, puisque artificiels, acidifiant votre organisme, vous vidant l'esprit de toute pensée et votre être de toute force vitale, tout comme l'alcool, qui est un dissolvant, et la cigarette, qui est un narcotique. Pour résumer, vous avez hyperacidifié votre organisme par le stress chronique et l'hyperactivité. Vous vous êtes déminéralisé en mangeant des trucs sucrés bourrés de colorants et autres joyeusetés chimiques pour le plaisir. Vous avez épuisé vos réserves de force vitale énergétique, insomnie, hyperactivité, action vide et prise de médicaments. Et pendant ce temps, votre organisme dépassé a stocké des tas de déchets qui n'arrivent plus à gérer. Vous n'arrivez plus à remonter la pente, vous sentez dans une impasse, vous vous pensez fini. Donc là, comme je dis, ça sert à rien de se gaver de boissons énergétiques, d'aller s'inscrire dans des trails ou des cours de CrossFit, de se faire tatouer des dragons sur tous les membres et d'aller s'inscrire dans des cours de Krav Maga ou de boxe Thai, avec de la musique, on va taper sur les copains, parce qu'on se fait mal. On se fait mal constamment. Et bien sûr, si on se fait mal, c'est pour se sentir un peu exister, on a des gens qui nous tapent dessus, donc ils s'occupent de nous, quelque part, mais on rentre chez nous et on prend les antidouleurs et les anti-inflammatoires et les somnifères. Mm. Et ça, c'est pas bon. On est toujours en dehors du corps, on est toujours dans une réaction extrême. Il n'y a pas Et un de cercle vicieux, retour. Tout tu à tournes fait, en boucle. tout à fait, exactement. Donc, il faut créer un cercle non vicieux. Tu vois, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, un cercle positif où l'on va justement prendre une activité. Alors d'abord, une activité physique de récupération, ça peut être une petite marche en forêt, Mhm. s'asseoir, regarder les animaux, regarder les plantes, c'est le printemps, c'est la très bonne saison, regarder le ciel, regarder l'eau couler, mais tout doucement. Là, on va pas aller vers la densité,
On va aller vers la longueur, comme ça, on va se promener une heure et demie, tranquillement, peut-être rentrer à la nuit, croiser des chouettes, des chauves-souris, des moustiques. Voilà. On va rencontrer la nature. C'est pour ça que j'expliquais dans mon site Odyssée, en dehors de la nature, point de salut. Je ne sais Hmm. pas de qui est cette phrase, je l'ai trouvée géniale. Alors peut-être que je l'ai inventée, peut-être ça m'est venu dans la tête un matin, comme ça. En dehors de la nature, point de salut. La nature, c'est ce qui est fait pour nous, c'est ce qui est sain. Tu vois, tout ce qui n'est pas artificiel, ce qui n'est pas. Tu vois, la nature, c'est quand tu cueilles une pomme sur un arbre et que c'est bio. L'artificiel, c'est quand tu achètes une pizza toute prête qui sort d'une usine congelée dans un supermarché. Voilà, ça, c'est pas naturel. Donc, bah, ce qui est sain, c'est la pomme. C'est ce qui est naturel, ce qui est normal, c'est la pomme. Donc, en dehors de cette nature, point de salut. La salut, c'est la santé, quoi. Tu vois, c'est salut, ça veut dire santé. Les, 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 les premiers hôpitaux, on parlait de salut. Tu vois, voilà. Donc, c'est basé sur la santé. Et c'est vrai, moi, j'aime bien parler de salut parce que je remets salut, c'est-à-dire santé, avec Sylvestre, tu vois, c'est-à-dire la forêt. Tu vois, sauver, ça vient de Sylvestre. Sauvage, ça vient de Sylvestre. Santé, sauver, c'est la même chose. Si vous voulez vous sauver, retournez dans les bois. Voilà. En gros, c'est ça. En dehors des bois, point de salut, point de santé, point de, point de sauvegarde de notre esprit, de notre santé. Tout ça, c'est la même racine. Et je trouve ça magnifique. Ouais, bien sûr. Et surtout que les arbres dégagent, je rebondis sur ce que tu dis, une substance que Oui, notre corps réceptionne très bien. Alors, le nom, je me rappelle plus, hein, j'ai dans un bouquin, je crois que c'est la terpentine, un nom comme ça, ouais. ah, c'est possible. Et vraiment, le Oui. corps et nos sens sont particulièrement réceptifs à cette essence. Et de nature, ça, quand ils le dégagent, hein, les arbres, ça nous apaise naturellement, en fait. Quand on y Oui, passe un certain temps, quand on alors, est je ne sais en pas si c'était immersion. terpane ou terpentine, un truc comme ça. Ah ouais. Et en fin de compte, ben, par exemple, nous, on a eu des étés très très chauds. Moi, ça me fait un peu rigoler quand les gens disent qu'il fait chaud. 74, 75, 76, c'était des étés. Moi, je travaillais dans un jardin d'animaux. Fallait arroser le sol. Bon, c'était une ancienne tourbière, hein, c'est-à-dire un ancien marais, pour pouvoir creuser une piscine pour les sangliers. Les sangliers qui avaient été sauvés. C'est-à-dire les chasseurs avaient tué la mère et nous avaient confié les marcassins qui étaient devenus des sangliers adultes. Et donc, moi, j'arrivais dans le parc des sangliers, je creusais, j'avais les mains, évidemment, avec des ampoules parce qu'il faisait très chaud. Donc, on était déshydraté. Le bois de la pioche était très chaud, très dur, très sec. Donc, on avait vite fait des ampoules, hein, c'est-à-dire un surchauffement suréchauffement des mains. Et quand j'arrosais avec de l'eau, eh ben, les sangliers, avec leurs groins, ils creusaient la piscine en 2 minutes. Tu vois, ils te faisaient, tu vois, le temps, ils avaient compris ce que je voulais faire, c'est-à-dire je voulais leur faire un truc de boue, hein, une piscine de boue, hein, une mare de boue pour qu'ils puissent bah, se rafraîchir en se mettant comme les éléphants, en se mettant de la vase sur le corps. Donc je partais, je mets 20 litres d'eau comme ça, tu vois, deux seaux de 10 litres. J'avais 14 ans, tu vois. J'avais deux seaux de 10 litres dans un petit trou que j'avais creusé de quelques centimètres. J'avais mis une heure pour creuser un petit trou comme ça sur un cercle de 2 mètres, hein. C'est vraiment incroyable. Donc je mets de l'eau, je vais rechercher de l'eau, je reviens, ils avaient creusé 30 centimètres, quoi. Ils étaient en train de se rouler dans la boue, quoi. Ils étaient super, voilà. Et ils m'adoraient, ces sangliers, quoi. Tu vois, donc la chaleur, il y en a toujours eu. Eh bien, à cette époque-là, quand je travaillais pas justement dans ces jardins d'animaux pour sauver les animaux, victimes de la marée noire et des chasseurs, eh bien, j'allais dans les bois. Je passais mon temps dans les bois, c'est-à-dire je découvrais les bois de la région. J'avais la veste de treillis que mon père avait en Indochine et un sac à dos, une petite hachette, une corde. Et puis je marchais comme ça dans les bois. Voilà, je passais des heures et des heures. La partie chaude de la journée, c'est-à-dire l'après-midi, j'étais dans les bois. Le matin, j'allais à la piscine et l'après-midi, j'étais dans les bois. Parce qu'il faisait beaucoup trop chaud pour aller à la piscine, même découverte. La piscine olympique qu'on avait à Sainte, euh, il faisait beaucoup trop chaud, quoi. Mhm. Les gens se cramaient à la piscine, donc
Et j'ai jamais eu de problème et c'est vrai que j'ai eu une santé extraordinaire quoi, avec ça. Quoi. Très bien. Un petit mot sur le moment présent, qui est aussi nécessaire à Oui, l'accélération des pensées dans le futur, dans les projections, dans ce qu'on appelle les to-do list, les choses à faire, voilà, où tout s'accélère aussi au niveau du système nerveux. Voilà, comment aborder ce moment présent pour le être bien corps, dans sa vie. le corps n'existe que dans, ouais, le corps n'existe que dans le moment présent. Le corps n'existe pas dans le passé, il n'existe pas dans le futur. L'énergie que nous donne la nature n'existe que dans le moment présent. On peut créer, comme je disais tout à l'heure, une énergie positive en disant, imagine-toi, tu vas gagner la coupe, toi, toutes tes copines seront super, super contentes de te voir, ta famille va être fière de toi et tout, tu vas être le roi du quartier, toi, donc toi, tu t'imagines mettre ça sur un CV et tout ça. Alors, les mecs, ils s'imaginent, et ils ont beaucoup d'énergie, mais ils ont l'énergie dans le moment présent quand même, tu vois. Mais à l'inverse, les gens qui n'arrêtent pas de ressasser le passé, leurs problèmes et tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais c'est dans le présent qui se bouffent leur énergie, quoi, qui se font pomper leur énergie. Donc, on ne peut jouer qu'avec le moment présent. À nous de vivre le moment présent ici et maintenant. Par exemple, souvent, je dis à quelqu'un qui a peur ou qui hésite à faire quelque chose, je lui dis, est-ce que tu es en danger ici et maintenant? Non? Alors pourquoi tu as peur? Tu vois, je veux dire, par exemple, on a toujours peur avant de monter sur le ring, voire après, mais une fois qu'on est sur le ring, on est dans le moment présent, on est dans le combat. C'est comme quand je faisais de l'escalade à main nue, ce qu'on appelait varap à l'époque, où je grimpais des falaises de 25 mètres, pieds nus et mains nues. Et quand je voyais les photos, je dis, mais je suis fou. J'avais peur, j'avais le cœur qui battait en disant, mais j'ai failli me tuer dans ce truc-là. Mais quand tu grimpes, tu es ici et maintenant, seconde après seconde. Une ligne droite, c'est des petits points comme ça. Et le petit point, c'est le moment présent. Non, rien n'existe autre que le moment présent. On est unifié. Si on s'unifie au moment présent, c'est extraordinaire. Alors, je parle du lâcher prise. Hein, ben ça, on ne peut pas refuser le moment présent. Il faut être fou. C'est pour ça que Deshimaru Sensei certainement disait il y a que les enfants et et les fous qui ne peuvent pas faire zazen. Alors les enfants, parce qu'ils sont complètement en train de rigoler, ils sont complètement en train de jouer des rôles, ils sont pas dans le moment présent, il n'y a pas d'ego, il y a pas de, ils peuvent pas dire je fais ci, je fais ça, ou non, ils te disent je suis un soldat, toi donc bon pour eux le retour au moment présent ne sert à rien. Tu vois, parce ils sont dans le jeu. Donc, déjà, c'est extraordinaire. Ils sont dans le jeu. Le fou, lui, il vit pas dans le présent. Le fou, il est toujours à droite, à gauche, il est mythomane, il s'invente des vies, tout ça. Donc, déjà, la première chose, c'est de lâcher prise. Hein, et il faut accepter la vie telle qu'elle est, parce que de toute façon, si la vie, le moment présent nous donne une épreuve, eh ben, c'est extraordinaire. Tu vois, le moment présent nous donne des épreuves. Peut-être qu'on se les est, on a décidé avant de s'incarner d'avoir une épreuve à 20 ans, à 25 ans, à 35 ans. Généralement, c'est tous les 7 ans, on va dire. Et puis, pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir changer. Et si on accepte cette épreuve en se disant, bah, c'est Dieu qui m'a envoyé cette épreuve pour que je sois plus fort, eh ben c'est bien. Si on se met à contrer cette épreuve, je dis pas subir comme un andouille, hein, je dis faut arriver à comprendre ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive. Je pense que ça peut être vraiment très éveillant. Je me souviens, il y a une blague qui dit, il paraît que l'épreuve que l'on peut subir en tant que soldat, et le mec il dit, bah moi, il m'a pris pour Rambo, toi, tout ce que je subis. Et voilà, on a décidé nous de subir ces épreuves pour devenir plus fort, ici et maintenant. Voilà, alors je dis, il faut être ouvert à de nouvelles expériences. Pour cela, il faut vivre pleinement le moment présent, hein, donc lâcher prise. Hein. Vivre le moment présent, ici et maintenant, c'est retourner à soi-même. C'est être unifié avec l'essence de notre être. C'est ce que j'appelle être un. Cela n'a rien d'un état spécial. C'est un état de vie total. C'est la vraie vie. C'est vivre en accord avec la vie. C'est ma façon de penser. Voilà. Après, je cite plein de maîtres. Hein. Je ne sais pas Mhm. si j'ai le temps. Je dis que ce soit Bouddha il y a 2600 ans ou les physiciens actuels, tous
ont la certitude que tout est interdépendant, tout est un. Et accepter le moment présent, c'est être aligné avec cette intelligence universelle, c'est devenir un. Par exemple, en physique théorique, le théorème de Bell est très connu. En 1964, Bell démontra aucune théorie de la réalité compatible avec la théorie quantique ne peut prétendre que des événements distincts dans l'espace soient indépendants les uns des autres. Ça veut dire que tout Mm. est interdépendant, comme disait Bouddha il y a 2600 ans. Ensuite, Dogen, au XIIIe siècle, un maître zen, disait suivre la voie, donc pratiquer la méditation, il parlait. Hein. Suivre la voie, c'est s'ouvrir vers les autres. S'ouvrir vers les autres, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être en harmonie avec le cosmos entier. Quand il dit s'oublier soi-même, c'est-à-dire faire confiance, s'ouvrir à l'univers, quoi. Avoir confiance en la vie. Euh, j'ai même parlé, j'ai même cité Paulo Coelho, quoi, parce que c'est Mm. quelqu'un de clair, hein. Dans le manuel de guerrier de lumière, il écrit, tandis qu'il médite, le guerrier cesse d'être seulement lui-même, il devient une étincelle de l'âme du monde. Ce sont ces moments qui lui permettent de comprendre quelle est sa responsabilité et d'agir en accord avec elle. Un guerrier de la lumière sait que dans le silence de son cœur, il existe un ordre qui le guide. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, j'ai d'autres exemples. J'ai Jean-Émile Charron, qui est un physicien extraordinaire, qui a écrit dans l'univers, chaque atome est relié à tous les autres atomes. À travers la substance, l'esprit, donc de l'antimatière, toute connaissance est potentiellement accessible à chaque atome de l'univers. C'est-à-dire, on peut-être ce qu'on appelle les annales akashiques, je ne sais pas, Mm. mais en tout cas, tout est accessible à tout le monde. Et ça, c'est par la méditation. Mm. Comme disait Victor Hugo, je ne sais pas si je l'ai cité, Victor Hugo, quand il disait qu'en fin de compte, plus on va vers l'intérieur, plus on s'ouvre à l'extérieur, à l'univers entier. C'est extraordinaire. Alors, je parle de René Egli hein, dans le livre extraordinaire qui a changé ma vie aussi, hein, que j'ai trouvé magnifique, que j'ai acheté en 2000. Il dit, imaginez, rien de ce qui se passe dans le monde et dans l'univers n'est séparé de vous, et vice-versa. Tout ce que vous faites affecte le monde entier et tout l'univers. Sentez-vous votre responsabilité? Je me souviens, j'ai parlé que la liberté, c'est la responsabilité. C'est une idée à couper le souffle, au sens littéral du terme. Ce que vous faites et pensez affecte non seulement votre famille, votre entreprise, mais également l'ensemble de l'univers. Alors, êtes-vous maintenant un être puissant ou un être impuissant? Vous voyez, vous voyez, nous en revenons toujours au même thème, l'inimaginable pouvoir de l'être humain. Ce qui revient à ce que disait Jésus dans les textes, ce que tu fais au plus petit d'entre nous, c'est à moi-même que tu le fais, ainsi que moi et le Père sommes un. Donc, comment être un et bénéficier de cette force et de cette connaissance universelle tout en lui faisant bénéficier de notre force et de nos connaissances, en étant tout simplement en accord avec ces forces universelles, c'est-à-dire en acceptant la vie telle qu'elle est, en nous concentrant sur notre perception sensorielle, intellectuelle, intuitive du moment présent, sans aucun jugement ni rejet. Voilà. Il faut accepter les nouvelles informations qui s'offrent à nous, Mm. acceptant la vie sans la combattre. Combattre la vie, le chemin le plus sûr et le plus court vers le malheur, la maladie, la souffrance. Donc vivons avec gratitude en suivant la voie de la non-résistance. Mm. C'est un petit peu ce qu'on appelle ça Wu Wei en chinois, la voie de la non-résistance. Et tout simplement, euh, combattre ce qui est, c'est combattre le moment présent, c'est combattre l'énergie universelle. Quand on nous dit la vie est un dur combat, ben, les oiseaux, ils se disent pas Mm. ça, les animaux dans la nature se disent pas ça. Je veux dire que peut-être que c'est vrai depuis qu'on a fait des mégapoles avec des impôts à payer, avec des loyers à payer, avec ceci et cela, mais pas au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, où les gens, 80% de la population était rurale et dépendait à 100% de la nature, c'est-à-dire des saisons, des récoltes, des inondations, Bien du sûr. gel, des orages, des sécheresses. Et là, ils ne pouvaient pas dire la vie est un combat, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas combattre la sécheresse, ils ne pouvaient pas combattre. Donc, ils étaient plus dans le lâcher-prise, ils étaient plus dans l'autonomie, dans l'indépendance, on va dire, financière. Ils vivaient dans la maison qui avait été construite par leurs aïeux. Il a modernisé petit à petit, mais il n'y avait pas de loyer à payer, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Enfin, on est le pays où il y a le plus de taxes, hein, et même des taxes cachées, quoi. Tu vois. Alors qu'à l'époque, il y avait très, très peu de choses. Hein. À un moment, il y avait la dîme et la gabelle, hein, point.
Ouais, voilà, un impôt sur le sel, un impôt sur le territoire peut-être, Mm. euh, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et, je pense qu'il faut revenir un petit peu à la simplicité plutôt que de vivre constamment dans le futur. Ce qui est intéressant d'avoir une option du futur, c'est quand on s'imagine en se disant si je sors de ma dépression, si je sors de mon mal-être, qu'est-ce que ça pourrait être, comment je pourrais être. Et là, tu fermes les yeux, tu dis ah ouais, je pourrais me promener sur la plage, je pourrais avoir le soleil dans les yeux, tu vois, je pourrais m'offrir un voyage, tu vois, plutôt que de me dire, bah là, là, je suis au RSA parce que je suis en dépression, voilà, j'ai ma petite pension de dépressif, bon, mais je paye pas les médicaments, donc ça va bien. Euh, Ça, c'est très, très négatif. Pour tout l'univers, c'est négatif. Sachant que la puissance du cerveau, on sait bien que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et Exactement. l'imaginaire et que les substances qui vont se produire avec cette imagerie, cette visualisation, vont être quasiment similaires que si on le vivait vraiment directement en fait. Exactement. D'où vraiment C'est le principe l'utilisation de. Oui, oui, de cette force du cerveau qu'on peut aussi utiliser à bon escient, bien orienté, bien exactement. discipliné aussi. Tout à fait. C'est le principe de l'auto-hypnose, c'est le principe de la visualisation positive, c'est le principe, tu vois, par exemple, en tant qu'entraîneur, préparateur sportif, tu peux dire au gars, bah, toi, tu vas courir en zigzag. Alors le gars, déjà, il prévoit ce qu'il va faire. Tu vois, si tu glisses, bah, tu mets la main comme ça. Celui qui va grimper, tu vois, dans les courses d'escalade, justement, maintenant, c'est devenu une discipline olympique. Le grimpeur, tu le vois faire les gestes comme ça, toi. Tu vois, puis déjà dans sa tête, il sent la prise, toi. Il sait qu'il faut se caler. Il voit que là, il y a un petit renflement. Hop, il va se pencher un peu en arrière. Déjà, il a prévu ce qu'il allait faire. Et quand il le fait, il n'est pas surpris. Tu vois. Et c'est toujours ce principe-là. On ne devrait pas être surpris. On devrait accepter tout, s'attendre à tout et accepter tout. C'est très important. Et effectivement, le cerveau fabrique les endorphines. C'est le principe des clubs du rire. Donc, nous avons mis fin à la vidéo. Nous avons parlé d'énormément de choses. C'est une vidéo qui était vraiment très très dense. Et pour faire suite à cette vidéo, et notamment au petit livret que Bernard a fait qui s'intitule Sauvez votre vie, qui est très riche, qui est une très très belle synthèse de tout ce que l'on peut mettre en place pour se sortir des moments de dépression, de burn-out, de doute, de mise en place de travail sur soi. Donc si vous voulez ce petit livret, si vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous invite à contacter Bernard Bordas sur le monde des arts martiaux @gmail.com.